Alors on commence par qui? On commence peut-être par la petite fille? Bon. Ce soir, sur la sellette, Françoise Sagan. Bonjour Tristesse est un des best-sellers du demi-siècle. Le livre est traduit dans toutes les langues et son auteur devient à 20 ans une des célébrités du monde littéraire. C'est assez curieux chez une toute jeune fille, cette espèce de perversité. Ce livre léger, on en a fait un objet de scandale. À force de lire des Françoise Sagan, vous ne pourrez plus aimer les femmes. Je suis triste de voir que l'on se braque sur le plaisir frelaté que l'on peut éprouver à des méditations qui viennent plus ou moins du bas-ventre de certaines jeunes filles, alors que de très grands livres passent complètement inaperçus par la faute de Françoise Sagan. Ça a toujours été comme ça. Et je ne trouve pas qu'il y ait lieu de s'étonner du succès du livre de Françoise Sagan. J'ai jamais aimé le scandale qu'on a fait avec ce livre. Le scandale, c'était tellement hors de ma pensée, d'ailleurs, en l'écrivant. Le scandale, c'est jamais ce que les gens font autour. Le scandale, c'est le talent. Si vous prenez, par exemple, le Delvaux-Corps, que ce soit le livre ou le film, c'est toujours aussi beau, il y a toujours la même forme d'impact. Quand les gens sont attrapés directement par les cheveux, qu'on leur donne un coup de poing dans l'estomac, par une seule phrase, et qu'on les frappe. Et c'est pas forcément une phrase érotique, c'est une phrase qui les concerne directement. Donc le scandale était tout à fait, pour vous, passager, enfin. Oh oui, c'était un accident. Un accident de la circulation parisienne. Interrogée tout au long de sa vie à propos du succès matiné de Scandale de Bonjour Tristesse, Françoise Sagan ne cessera jamais de dire son étonnement. Dès la parution du roman en 1954, elle semble déjà regarder depuis la berge, un peu amusée, un peu effarée, l'agitation autour de son livre. Vendu à plus de 1 million d'exemplaires et, entre autres gloires, censuré par le Vatican, Bonjour Tristesse aurait donc percuté son époque malgré son auteur. Car s'il devient le premier best-seller de l'après-guerre, c'est bien parce qu'il annonce des thèmes, la libération sexuelle, la remise en cause du modèle familial ou le féminisme, qui exploseront 14 ans plus tard, en mai 68. Sagan n'a que 18 ans à la parution du roman. Elle aime le whisky, la nuit, les garçons, la vitesse et sa liberté. C'est largement suffisant dans la France corsetée de René Coty pour que les projecteurs se braquent sur cette petite fille, comme l'appellent les critiques. You said we weren't to do this anymore. I don't care. L'adaptation du roman par Preminger achèvera de consacrer Bonjour Tristesse et son auteur. Désignée bien malgré elle porte-parole de sa génération, Françoise Sagan devient le phénomène Sagan. 17 now isn't what it was when you were 17. I'm not a child, Anne, and I won't be treated like one. Deuxième rubrique de cette page féminine. Conseils pour votre bibliothèque ou à quoi rêvent les jeunes filles. Il y a environ 2 ans que j'ai fini mes bachos. Et puis j'ai passé un examen qui s'appelle propédeutique en Sorbonne, que j'ai manqué. Je suis rentrée en août à Paris. J'avais rien à faire, alors j'avais une machine à écrire, alors j'ai écrit un livre. En somme, si je comprends bien, vous avez écrit un livre pour vous racheter d'avoir été collé à un examen à la Sorbonne, c'est ça? Bon, pour me prouver que j'étais pas tout à fait stupide, parce que j'avais été calée avec des notes tellement lamentables. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. C'est en rentrant d'un dîner parisien ce 16 janvier 1954 que l'éditeur René Julliard découvre le manuscrit de Bonjour Tristesse. Peu épais, il est accompagné d'une note de recommandation de l'un des meilleurs lecteurs de la maison qui écrit « Vérité totale, poème autant que roman. Pas une fausse note. C'est un roman où la vie coule comme de source,
dont la psychologie, pour oser qu'elle soit, demeure infaillible car ces 5 personnages sont fortement typés et nous ne les oublierons jamais. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Mon père avait 40 ans, il était veuf depuis 15. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités, et à ma sortie de pension, 2 ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécût avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changeât tous les 6 mois. Mais bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Bonjour Tristesse, dont le titre est emprunté à un poème d'Éluard, s'ouvre sur le récit de la vie luxueuse et dissolue que mènent Raymond et sa fille de 17 ans, Cécile. Sur la Côte d'Azur, où ils passent leurs vacances en compagnie d'Elsa, la maîtresse de Raymond, Cécile rencontre un jeune étudiant, Cyril, et perd sa virginité dans ses bras. Le séjour du quatuor, insouciant et sensuel, est bouleversé par l'arrivée d'Anne, une amie de la famille. Anne est une femme intelligente, belle, cultivée. Elle veut conquérir Raymond, l'épouser et reprendre en main l'éducation de Cécile. Ce projet inquiète et révolte la jeune fille, qui, pour le faire échouer, fomentera un complot aux conséquences tragiques. J'ai écrit ce roman premier, là, sur un petit cahier, en août. Puis j'étais voir une voyante qui m'a dit que j'allais avoir un grand succès littéraire. Du coup, j'ai retiré mon roman de mon tiroir. Je l'ai fait taper la machine en réunissant les ressources de toutes mes camarades de classe. Et je l'ai fait porter à 2 éditeurs, dont Julia. Sur l'enveloppe déposée chez l'éditeur, l'auteur a pris soin, sous son nom, de préciser sa date de naissance. Françoise Squarez, née le 21 juin 1935. L'auteur de ce livre sulfureux, qui mêle sexe et manipulation, est donc une jeune inconnue de 18 ans. Tard dans la nuit, nous parlâmes de l'amour, de ses complications. Aux yeux de mon père, elles étaient imaginaires. Il refusait systématiquement les notions de fidélité, de gravité, d'engagement. Il m'expliquait qu'elles étaient arbitraires, stériles. Cette conception me séduisait. Des amours rapides, violentes et passagères. Je n'étais pas à l'âge où la fidélité séduit. Je connaissais peu de choses de l'amour. Des rendez-vous, des baisers et des lassitudes. Comment s'est passée votre rencontre avec Julliard? Il m'a envoyé un télégramme car mon téléphone était cassé. Prière d'appeler d'urgence, maison Julliard. Je suis arrivée à le joindre à 2h de l'après-midi. Il m'a dit qu'il voulait publier mon livre et ça m'a fait un grand choc. J'ai bu un grand verre de cognac, je me souviens. À 5h, je suis allée le voir, il était charmant. Il disait qu'il aimait beaucoup mon livre, qu'il espérait que ce n'était pas autobiographique, car alors généralement on n'en écrit pas d'autres. Je lui ai assuré que non, qu'il n'y avait pas d'histoire sinistre de ce genre dans ma vie privée. Il en a été enchanté, m'a confirmé qu'il le prenait, et je suis sortie de là aussi enchantée que lui. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager, car je savais son besoin des femmes et que d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille, rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Élysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. C'est un roman autobiographique? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Comment est venue l'idée? Oh, l'idée est venue, je sais pas comment, l'idée de l'espèce de débat d'abord entre l'ordre et le désordre, etc. Et puis après, c'est précisé peu à peu au fur et à mesure que j'écrivais. Nous avions loué la villa pour 2 mois, mais je savais que dès l'arrivée d'Anne, la détente complète ne serait plus possible. Anne donnait aux choses un contour, aux mots un sens que mon père et moi laissions volontiers échapper. Vous rentrez chez vous et vous dites « ça y est, je vais avoir un grand succès littéraire,
Monsieur Julliard a pris mon bouquin, vous dites ça à vos parents, et il paraît qu'on vous dit à ce moment-là, assieds-toi et mange ta soupe. Oui, c'est pas tellement je soupe, c'est ma mère m'a dit pour que tu comprennes qu'on a dit tes livres ou pas, tu ferais même bien d'aller te donner un coup de peigne et te laver les mains avant de passer à table. Elle a l'air de dire que vraiment les folies des enfants commençaient à l'excéder. D'où vient Sagan? Purement d'une espèce d'affolement de temps, parce que mon père m'avait dit sous aucun prétexte ne garde mon nom. C'est une dernière noble, ne garde mon nom pour tes âneries. Mes âneries étant ce malheureux livre. Oui. Pour tes âneries, parce que je ne tiens pas à avoir une bande de clowns qui téléphonent à la maison du matin au soir. Je suis encore dans le bottin, figure-toi. Alors j'ai cherché, puis Julien m'a téléphoné un matin en me disant, écoutez, on l'imprime, trouve un nom. Et alors j'ai fait un livre, c'est un livre de Proust, j'ai vu la princesse de Sagan passer au galop de sa calèche, je ne sais quoi. Et j'ai dit Sagan au téléphone. Il m'a dit très bien, Sagan, S-A-G-A-N. Je dis oui, alors parti. Je t'ai arrêté là. Tout est donc en place pour la déflagration Sagan. Elle a lieu le 15 mars 1954, lorsque les lecteurs découvrent en librairie Bonjour Tristesse. Julliard, qui a le génie de la publicité, a fait ajouter un bandeau sur lequel est écrit « Le diable au cœur », établissant une filiation avec Raymond Radiguet, qui était à peine plus âgé que la jeune romancière, lorsque fut publié Le diable au corps. Bonjour Tristesse est tiré à 4500 exemplaires. Ils sont épuisés en quelques semaines seulement. Qu'est-ce qui a été, d'après vous, la principale cause du succès fantastique de Bonjour Tristesse? C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de ce moment-là, ça a été la corrida. Ce prix a joué un grand rôle, il a lancé le livre pour de bon. Il y a eu un cocktail, des journalistes. Mon âge les a frappés, ça leur a paru une bonne matière à articles et à photos. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous avec un ami, un garçon que j'aimais beaucoup, et on devait aller à Senlis, à une surprise party. Et Julien m'a téléphoné le matin, vous savez, il est question de vous pour le prix des critiques, et vraiment, ça m'était complètement indifférent. J'avais qu'une envie, c'était d'aller à cette soirée. Et j'ai prié le ciel véritablement, ce qui était de ne pas avoir le prix. De ne pas avoir le prix pour pouvoir aller à cette soirée avec ce... Et le ciel ne vous a pas... Le ciel ne m'a pas obéi d'une certaine façon, il m'a obéi d'une autre, et j'ai eu le prix. Ce qui fait qu'à 7 heures, j'ai dû m'habiller, me coiffer, mettre une petite robe convenable et aller avenue Foch chez je ne sais plus quelle dame, très gentille, chez qui se passait le prix. Tout le temps, je me disais, flûte, alors je pourrais être à Senlis, parfaitement inconsciente de... Ouais. Que le prix des critiques, c'était quelque chose d'assez important, en tout cas à cette époque-là. Vous avez pu fuir après? Non, j'ai pas fui. On m'a traîné dans les salons littéraires. J'ai passé 2 heures à bâiller comme une carpe et je suis rentrée chez moi, excédée. Et voilà. Je me répétais volontiers des formules lapidaires, celles d'Oscar Wilde entre autres. Le péché est la seule note de couleur vive qui subsiste dans le monde moderne. Je croyais que ma vie pourrait se calquer sur cette phrase, s'en inspirer, en jaillir comme une perverse image d'Épinal. J'oubliais les temps morts, la discontinuité et les bons sentiments quotidiens. Idéalement, j'envisageais une vie de bassesse et de turpitude. Et le lendemain de ce prix, François Mauriac a fait un commentaire dessus dans le Figaro qui a lancé le livre complètement. François Mauriac, à l'époque, c'était l'autorité. C'était un homme qui avait écrit des très beaux livres, et puis c'était surtout un homme qui avait l'air plus futé que le milieu où il appartenait. C'était un homme qui avait la première page du Figaro, une chronique très importante, et quand il a écrit dans cette chronique que j'étais un petit monstre au point de vue de moralité, mais que j'avais du talent et que le style était bon, ça a suffi à tout déclencher. Le choix d'un jury littéraire engage donc la conscience? Oui, et gravement si l'on est chrétien. Voici par exemple ce prix des critiques décerné la semaine dernière à un charmant monstre de 18 ans. Le dévergondage de l'adolescence féminine, plaie d'une époque où les plaies ne se comptent plus, n'est certes pas tout le sujet de ce petit roman. Mais qu'il nous fasse penser à la Clos, cela accable d'abord. Le jury du prix des critiques a-t-il eu tort de couronner ce livre cruel? Je n'en déciderai pas. Le mérite littéraire y éclate dès la première page et n'est pas discutable.
La littérature compte à l'époque. Beaucoup, oui. C'est la chose la plus sérieuse de la Terre, c'est la littérature. Et la plus vivante, c'est la littérature. Et donc on se dispute à propos de choses littéraires. Voilà. Emboîtant le pas de Mauriac, le critique du Monde Émile Henriot écrit « En attribuant le prix à Françoise Sagan, les critiques se sont mis d'accord sur le talent, mais non certes pas pour recommander au public ce livre immoral. Bonjour Tristesse est un petit chef-d'œuvre de cynisme et de cruauté. Une telle indifférence au bien et au mal, dans un âge si tendre, fait froid dans le dos. » Êtes-vous en général d'accord avec les critiques? Rarement. Je les trouve trop pour ou trop contre, rarement juste au niveau, surtout pour Bonjour Tristesse. Le succès était démesuré. Je me dis parfois que c'était un livre bien écrit et puis il y avait cette idée de non-culpabilité, de liberté dans l'amour. Mais enfin, ce ne sont pas des raisons suffisantes. Et donc, en 54? En 1954, j'avais à choisir entre les deux rôles qu'on m'offrait. L'écrivain scandaleux ou la jeune fille bourgeoise, alors que j'étais ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous étiez? J'aurais été plutôt une jeune fille scandaleuse et un écrivain bourgeois. Mon père alluma une cigarette d'un geste qui se voulait tranquille. Anne me regardait, manifestement embarrassée pour une fois. « Votre père et moi aimerions nous marier, dit-elle. » Je ne parvenais pas à comprendre. Mon père, si obstinément opposé au mariage, aux chaînes, en une nuit décidée. Et cela changeait toute notre vie. Nous perdions l'indépendance. S'il est un livre dont on a beaucoup parlé au cours de ces derniers mois, c'est le livre de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Je voudrais que ce soit Nicole Védresse qui posa certaines questions et qui bavarda, comme on dit, avec Françoise Sagan. Nicole. C'est bien agréable de bavarder avec Françoise Sagan, mais je vais tout de même essayer, non pas de bavarder, mais de lui poser quelques questions sérieuses. D'abord, j'ai eu moi-même l'impression que certains critiques ont voulu créer, enfin, une sorte de chose un petit peu symbolique autour du personnage central de votre livre. Ils ont voulu faire de cette fille ou alors une malheureuse petite victime ou alors un monstre, et qu'elle était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire... Dans votre esprit, ça n'est ni l'un ni l'autre, non, bien sûr. C'est quand même un petit peu inconscient, surtout. Comment expliquez-vous le phénomène Sagan? Le fait d'avoir écrit une histoire où le corps était perçu comme un élément naturel de notre société a curieusement fait scandale. Cela m'a beaucoup étonnée car mon intention n'était pas du tout perverse. Bonjour Tristesse a alors fait boule de neige, les gens ont été choqués. Je recevais 3 ou 4 lettres d'injures par semaine. À quel âge avez-vous découvert le plaisir? Lequel? J'étais clouée au sable par toute la force de cet été, les bras pesants, la bouche sèche. « Cyril, dis-je, nous étions si heureux. » Il m'embrassa doucement. Je regardais le ciel. Puis je ne vis plus que des lumières rouges éclatant sous mes paupières serrées. La chaleur, l'étourdissement, le goût des premiers baisers, les soupirs passaient en longues minutes. S'il est beaucoup question de Laclos ou de Radiguet dans les articles consacrés à Françoise Sagan, les critiques convoquent également une autre figure littéraire, Colette. Colette, qui meurt le 3 août 1954, quelques mois après la parution de Bonjour Tristesse. Derrière ces 3 fenêtres, hier encore ouvertes sur le Palais Royal, il n'y a plus rien. Colette est morte. L'auteur de tant de livres qui lui avaient acquis de son vivant tout à la fois la gloire littéraire et la gloire officielle, Colette, grand officier de la Légion d'honneur, s'est éteinte à 81 ans. Et devant le catafalque dressé dans la cour d'honneur du Palais Royal, c'est Paris tout entier, le Paris populaire comme le Paris des lettres, qui est venu lui dire adieu. L'auteur du Blé en herbe disparaît ainsi, alors que naît la romancière Sagan, sa digne héritière dans l'écriture du désir féminin. Puis ce fut la ronde de l'amour, la peur qui donne la main au désir, la tendresse et la rage, et cette souffrance brutale que suivait triomphant le plaisir. J'eus la chance, et Cyril la douceur nécessaire, de le découvrir dès ce jour-là. Je restai près de lui 1 heure,
étourdie et étonnée. J'avais toujours entendu parler de l'amour comme d'une chose facile. J'en avais parlé moi-même crûment, avec l'ignorance de mon âge, et il me semblait que jamais plus je ne pourrais en parler ainsi, de cette manière détachée et brutale. Et vous pensez que ce roman était simplement un peu en avance sur les mœurs Je ne crois pas qu'il était en avance, je crois que c'était la première fois que, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, une jeune fille faisait l'amour avec un garçon de son âge, sans être sanctionnée ni par la société, ni par la nature. C'est-à-dire qu'elle n'était ni amoureuse du garçon, ni elle se mariait, ni elle était enceinte à la fin. Il n'y avait pas de punition, si vous voulez. Vos personnages, les jeunes filles, en tout cas, qui sont dans vos livres, ont irrité un peu par leur comportement. Disons, ce comportement, est-ce que c'est le vôtre d'abord? Vous avez affirmé à plusieurs reprises, non seulement dans vos livres, mais dans des interviews, que vous ne croyez pas à la durée d'un amour. C'est pas je crois pas à la durée d'amour, c'est que je crois qu'une histoire d'amour est très rarement longue et entière. Je crois que beaucoup de gens vivent ensemble par fatigue, par habitude, par absence de vitalité, comme ça, c'est tout. Et je crois qu'une histoire d'amour qui dure, c'est une des choses les plus souhaitables qu'on puisse imaginer. Ça existe pour vous? Je connais très peu d'exemples, je veux dire. Enfin, je suis sûre. Et que la principale chose que les gens craignent, c'est la solitude, et que c'est ce qui explique beaucoup d'aventures qui n'ont pas d'autre signification. Il me renversa doucement sur la bâche. Nous étions inondés, glissants de sueur, maladroits et pressés. Le bateau se balançait sous nous régulièrement. Je regardais le soleil juste au-dessus de moi, et soudain le chuchotement impérieux et tendre de Cyril. Le soleil se décrochait, éclatait, tombait sur moi. Où étais-je? Au fond de la mer? Au fond du temps? Au fond du plaisir? Bonjour Tristesse est bientôt interdit au Portugal et en Espagne, puis condamné par le Vatican. Dans son livre Les années, Annie Ernaux écrit « On recopiait des poèmes de Prévert, les chansons de Brassens, Je suis un voyou et La première fille, interdite à la radio. On lisait en cachette Bonjour Tristesse. » Dans une société où les femmes demeurent les inférieures des hommes en termes de droits, de liberté sexuelle, d'emploi, de salaire, Sagan raconte non seulement une jeune fille disposant librement de son corps et cherchant le plaisir, mais menant le jeu amoureux. Avant, on avait toujours peur d'être enceinte. On faisait des prières tous les mois pour ne pas être enceinte. Et puis, petit à petit, les choses, avec la pilule, etc., les choses se sont arrangées, simplifiées. Avortement, évidemment, il n'y en avait pas en principe. Si, il y en avait. J'en ai connu beaucoup quand j'étais à l'école, de filles qui se faisaient littéralement escater par des avorteuses dans les coins. Ça, c'était sinistre. Le nombre de fois où j'ai mis des filles en voiture chez enfin, on les ramenait, ça passait très mal, il fallait venir les médecins à l'hôpital, c'était sinistre. Le féminisme, à l'époque, ça avait un sens? Non. Non, aucun. Ça n'existait pas, je veux dire. C'était... comment vous dire, c'était aussi un fait de manière que ça allait été très longtemps. Les femmes étaient mal payées, les femmes n'avaient pas de droit pour elles. Quand un type plaquait une femme avec ses enfants, il n'y avait jamais un franc pour elle. Il partait, il était libre, il laissait dans la misère. Tout ça était affreux. Je crois que ça a été un petit peu arrangé quand même. Mais c'était pas brillant. En 1954, les femmes n'ont pas le droit d'exercer une profession ni d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Aux yeux de la loi, elles n'ont aucune autorité vis-à-vis de leurs enfants, celle-ci appartenant à la seule puissance paternelle. 16 ans avant la création du MLF, du haut de ses 18 ans, Françoise Sagan écrit à propos de la mère d'un des personnages du livre. Elle a donc élevé cet enfant. Elle s'est probablement épargné les angoisses, les troubles de l'adultère. Elle a eu la vie qu'ont des milliers de femmes et elle en est fière, vous comprenez? Elle était dans la situation d'une jeune bourgeoise, épouse et mère, et elle n'a rien fait pour en sortir. Elle se glorifie de n'avoir fait ni ceci ni cela, et non pas d'avoir accompli quelque chose. Ça n'a pas grand sens, dit mon père. C'est un miroir aux alouettes, criai-je. On se dit après, j'ai fait mon devoir, parce que l'on n'a rien fait. Si elle était devenue une fille des rues en étant née dans son milieu, là, elle aurait eu du mérite. Vous avez des idées à la mode, mais sans valeur, dit Anne. Ce qui est important chez Sagan, c'est qu'elle a transgressé tout ça. Elle nous a donné, à nous les femmes, la liberté, je crois, comme Simone de Beauvoir.
C'est un laboratoire qu'on retrouve chez Françoise Sagan. Je dirais que d'une manière un peu stendhalienne, le cristallise ce qui est dans l'air du temps. C'est ça l'imaginaire, hein. C'est pas autre chose, d'ailleurs un climat. Mais dans le fond, il y a des gens qui, d'une certaine manière, je dis bien, attirent, ont une fonction d'aimant. Voilà, donc ce sont des emblèmes de ce point de vue. Et elle est emblème de son temps, et en même temps préfigure, je disais, en gestation, ce qui est maintenant banal dans la postmodernité. Les ventes de Bonjour Tristesse s'emballent, atteignant plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, et le livre est bientôt traduit en 20 langues. Un succès qui dépasse toutes les prévisions les plus optimistes de Julliard, mais dont Françoise Sagan ne sera jamais dupe. Comment vous situez-vous dans la littérature française d'aujourd'hui? Vous êtes l'écrivain probablement le plus lu à l'heure actuelle. Mais je crois que c'est l'excellente définition de donner. Oui, d'accord, mais comment vous situez-vous? C'est pas une situation. Je ne peux pas me situer parce que je n'en suis qu'au balbutiement. Je veux dire, peut-être dans 10-15 ans, j'aurais appris à... Enfin, j'aurais fait un livre, un vrai livre. Pour le moment, c'est des coups d'essai, comme on dit. Vous avez l'impression de ne pas avoir fait un livre encore? Non. Sincèrement? Bien sûr, un livre, c'est un livre, c'est pas ça, quoi. Et quelle différence y a-t-il entre les romans que vous avez écrits jusqu'à présent et un livre, le livre que vous écrirez? Un livre, un vrai livre, c'est un livre où l'imagination, l'intelligence, la force, tout ça sont parfaitement accordés et font une chose, une œuvre, quoi. Moi, je suis trop paresseuse, trop pressée à la fois. J'ai trop de facilité à faire des choses. Je triche un peu, enfin, je sais pas. Vous considérez comme une apprentie en ce moment? Oui. C'est très luxueux de se considérer comme une apprentie, non, quand on a un tel succès? J'ai le temps. J'ai le temps de ne plus avoir de succès, d'écrire un livre. Est-ce que votre célébrité ne vous empêche pas de vous considérer sincèrement comme une apprentie? Pas du tout, il suffit de lire... la célébrité, c'est les photographes, mais il suffit de lire Proust, Tolstoï, et puis on comprend. Est-ce qu'il y a parfois une part de doute chez Françoise Sagan? À propos de quoi? À propos d'elle-même, de ce qui l'entoure? Bien sûr. J'imagine qu'elle doute énormément d'elle. Elle sait qu'elle a une facilité folle, parce qu'elle ne peut pas ne pas le savoir. Elle sait qu'elle est douée comme il n'est pas permis de l'être. Elle sait qu'elle est intelligente, elle sait qu'elle est drôle. Elle le sait. Mais elle sait aussi qu'écrire, c'est une chose très douloureuse. Quand elle écrit, par exemple, elle s'enferme, elle écrit 5 heures. On l'entendait taper la machine, tac, 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 pendant 5 heures. Elle n'arrête pas. Elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Et tout à coup, on la voit descendre absolument ruisselante, trempée et blême. Avec un visage tout creusé, un visage totalement différent. Et le soir, elle est un peu fixe. Elle reste avec ce personnage. Elle allait peu à peu faire de nous le mari et la fille d'Anne Larsen, c'est-à-dire des êtres polissés, bien élevés et heureux. Je me souvenais avec une envie de pleurer de toutes nos anciennes complicités, de nos rires quand nous rentrions à l'aube en voiture dans les rues blanches de Paris. Tout cela était fini. Et donc vous avez gagné tout à coup beaucoup d'argent. Eh bien, un jour, Julien m'a dit, vous avez tant d'argent chez moi, à votre compte en banque, qu'allez-vous en faire? Vous êtes mineur. Alors, j'ai mon père, j'ai dit, mon père, j'ai tant d'argent, j'ai beaucoup d'argent, j'ai 500 millions chez Julliard, ancien, chez Julliard. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Et il m'a dit, quel âge as-tu? Je lui ai dit 19 ans, il m'a dit, il faut que tu le dépenses, c'est très dangereux. Comme j'étais déjà parti pour le faire, ça c'est... Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai dépensé. Françoise s'achète une Jaguar, joue au casino, sort tous les soirs en boîte de nuit. Les photographes la suivent partout, conduisant pieds nus ou une coupe de champagne à la main. Le mythe Sagan naît en même temps que son succès de scandale. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez un peu contribué dans le passé à cette légende Sagan? On vous voyait dans des endroits très publics. Non, en fait, c'est pas ça. J'avais 18 ans, alors c'est parti là-dessus. À 18 ans, j'avais les goûts qu'on a 18 ans, c'est-à-dire, beaucoup de filles ont à mon âge, c'est-à-dire aimer sortir, aimer danser, aimer la mer, aimer les voitures, aimer les bandes de gens, etc. Alors comme c'était moi, le métier des journalistes, c'est de majorer les choses, enfin de les agrandir.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y avait dans votre existence à ce moment-là, disons, une certaine insolence? Vous aviez beaucoup d'argent, vous étiez très jeune, vous faisiez ce que vous voulez. On avait l'impression un peu que vous gaspilliez cet argent. Bien sûr, je gaspillais mon temps, je gaspillais mon argent, je gaspillais ma vie. Et à 18 ans, c'est absolument ce qu'il faut faire. Elle était comme elle est maintenant, c'est-à-dire tout à fait différente des autres. Déjà très fiévreuse, très intense, parfaitement libre, ce qui était rare à l'époque parce que les jeunes filles n'avaient pas la possibilité ou pas l'audace d'être libres. Et Françoise l'était, toujours avec naturel. Il n'y avait aucune provocation inutile, elle faisait ce qu'elle désirait faire. Elle avait une expression d'intelligence rare et beaucoup d'humour. Et rien ne vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire? Non, personne ni rien. J'aime les boîtes de nuit, j'aime les gens qui y sont, j'aime boire, j'aime danser, j'aime faire des bêtises, j'aime en dire. Et puis j'ai pas commencé à vivre comme un crouton parce que je suis soi-disant une intellectuelle, ça me fatigue. Oui, alors vous aimez donc vous amuser? Énormément, plus que n'importe quoi d'ailleurs. Vous sentez-vous conforme à votre légende? D'abord, on n'est jamais une légende. Une légende est faite de gros clichés. C'est la légende qui se conforme à vos traits les plus saillants. Elle fait de vous une espèce d'être bizarre monté sur pilotis. La réalité, c'est qu'au moment de Bonjour Tristesse, j'avais 19 ans. Un âge où, à cette époque, les filles n'étaient pas très libres. Il se trouve que je l'ai été, grâce au succès de mon livre. Il fallait absolument se secouer, retrouver mon père et notre vie d'antan. La liberté de penser, et de mal penser, et de penser peu. La liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. J'essayais de pleurer, de m'attendrir sur moi-même. En vain. C'était déjà sur Anne que je m'attendrissais, comme si j'avais été sûre de la vaincre. Françoise Sagan, est-ce que vous êtes d'accord sur ce terme de perversion qui a été employé pour qualifier votre héroïne? Mais non, pas du tout, c'est pas de la perversion. Elle a une vie heureuse et tranquille. Il y a une femme qui arrive qui veut tout chambouler. Je comprends qu'elle ait le réflexe de séparer les combattants, si je peux dire. J'agissais dans une sorte de vertige. Vous comprenez, dis-je, elle lui a fait le coup de l'équilibre conjugal, du foyer, de la morale, et elle l'a eu. Si le mariage se fait, notre vie à tous trois est détruite, Elsa. Il faut défendre mon père, c'est un grand enfant. J'achevais comme dans un cantique. Aidez-moi, Elsa, je vous le dis pour vous, pour mon père, et pour votre amour à tous deux. J'ai vécu dans les grammaires pendant quelques jours, parce qu'on me reprochait beaucoup de bâcler mes livres, et effectivement, j'en ai bâclé pas mal. Et pourquoi vous les aviez bâclés? Par paresse. C'est un métier sérieux, le métier d'écrivain. Je sais, mais je suis quelqu'un de sérieusement paresseux. Vous apparteniez à l'époque, à 20 ans, au milieu intellectuel et littéraire parisien? Non, pas du tout. J'étais même tout à fait rejetée par le milieu littéraire. Je crois que le succès que j'avais eu, les côtés ça, Tony Truant, etc., avait énervé beaucoup de gens, c'était un peu normal. Et j'étais considérée comme une starlette, un événement publicitaire, mais le cas d'événement littéraire. Et c'est en effet en starlette que Françoise Sagan est accueillie aux États-Unis, où Bonjour Tristesse se vend à 15 000 exemplaires par jour. Je fis aux USA une arrivée style la Dolce Vita, des douzaines de photographes m'attendant à l'aéroport Kennedy. C'était l'aube, j'avais 20 ans à peine, il y avait foule. D'ailleurs, il y eut foule partout autour de moi pendant un mois. Mes journées étaient minutées comme celles d'un aimable forçat, et mon anglais étant limité à mes notes de baccalauréat, c'est-à-dire 7-8, ma conversation en demeurait, disons, amène et neutre. On mit 15 jours à s'apercevoir que je dédicaçais mes livres « with all my sympathies », ce qui signifie en anglais « avec toutes mes condoléances », et non pas « avec toute ma sympathie » que j'accordais généralement aux Français. Que pensez-vous de l'image qu'on a donnée de vous? L'image qu'on a donnée de moi pendant des années n'est pas forcément celle que j'aurais souhaitée. Mais finalement, elle était plus plaisante que d'autres. Tout compte fait, whisky, Ferrari, jeux, c'est une image plus distrayante que tricot, maison, économie. De toute façon, j'aurais bien eu du mal à imposer celle-là. You had a few car crashes in your earlier days. Yes, long time ago. Very long time ago.
the wheel, the pneu, begins to and does, and it was a English car, Aston Martin, beautiful one. And they thought I was dead. They closed my eye, they take off my chain, and they give me the last. Last rites? Last, yes. So now I can die when I want. I go Straight to heaven, hein? straight. Mourir sur la route, vous appartenez à une génération qui... Oui, qui était assez portée là-dessus. Nimier, Camus. Oui, c'est un hasard. La voiture, la vitesse, ce sont aussi des passions chez vous, à l'époque. Oui, bien sûr, mais c'est une chose qui continue, la vitesse. C'est un art de vivre, c'est une belle manière de vivre qui n'a rien à voir avec la mode ou ça a à voir avec le corps. C'est pas du tout moral. Sagan, c'est la mélancolie à toute vitesse. Ça me fascine ce rapport qu'elle a à la vitesse, parce que c'est un goût de vivre qui a un goût de cendre. Voilà, il y a quelque chose de très paradoxal. Elle a fait de sa vie une œuvre d'art, presque autant que de sa littérature. La façon dont elle a vécu sa vie de femme, la façon dont elle s'est moquée des convenances, elle a imposé un style, elle a un côté James Dean quoi, de la littérature. Elle est déjà, dès sa naissance, à la littérature, elle est, pour moi en tout cas, une mythologie. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné qu'elle ne fût pas inscrite dans la gamme des mythologies que Barthes avait conservées. D'emblée, c'est le succès de Sagan qui l'emporte sur ce qu'elle écrit. Les gens ont besoin de mythes, les journaux encore plus. C'est une époque de casier, il faut des petits tiroirs pour tout le monde, avec une étiquette dessus. Rien à faire. Le fait d'être devant ces caméras aujourd'hui, c'est un mal nécessaire? C'était pas un mal parce que vous êtes charmant, mais effectivement, c'est un mal nécessaire. Il est tout de même parfois utile de pouvoir s'exprimer, disons, et de justifier ses réalisations face au public, pas non? Pour moi. Je n'ai absolument rien à expliquer. Alors vraiment, que j'ai écrit un livre, tout ce que j'avais expliqué est dedans. Alors après, je fais du blabla parce qu'on me le demande. Mais vraiment, je n'ai plus rien à expliquer. Une fois un livre fini, j'ai mis dedans tout ce que je voulais écrire. Les gens comprennent ou comprennent pas. Et puis après, mon Dieu, je ne sais plus pour rien. George Sand, il n'y a pas de doute, c'est Françoise Sagan. Au fond, rien n'est changé. Je suppose que si nous étions à Nohant en 1850, on jouerait probablement aux cartes. Je dis ça parce que tout à l'heure, je te comparais à George Sand. Il va pas de main morte, si je peux dire. Parce que Sand, à part qu'on a eu un succès, elle a eu Lélia et moi, Bonjour Tristesse, autour de ça. Tout que j'ai parlé de Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, etc. Oui, mais l'importance de Sand n'est pas du tout la même. D'abord, elle a marqué son époque. Et je pense que toi, tu marques la tienne. L'avenir nous le dira. Tiens, c'est à toi de jeter une carte. Ben oui, mais ça ne m'arrange pas. Mais je veux dire, le parallèle que je voulais établir entre Sand et toi, c'est que c'était naturellement une femme écrivain, mais il y avait tout le côté extérieur de sa vie. Je ne parle pas du traditionnel cigare. Enfin, elle était la première à s'habiller en homme, elle montait à cheval. Enfin, elle avait une vie qui ne correspondait absolument pas à la vie des femmes de cette époque-là. Bon, alors toi, il y a les voitures, il y a la vie au grand air, à Saint-Tropez, sans artifice. C'est tout de même, il y a un rapprochement. Pour ce qui est du pantalon, je ne suis pas bien à le porter. Parce que du cigare, impossible, ça me colle un mal de cœur épouvantable. Bon, bah, remarque, c'est pas obligatoire de le faire. Attends, je prends 10. T'as pas le droit de prendre les 4 sur le paquet, je vais prendre là. Pardon. Non contente de bousculer les interdits sexuels de l'époque, le personnage de Cécile brise le couple bourgeois et conformiste qu'Anne souhaite constituer avec Raymond. Elle monte un piège dans lequel elle va précipiter tous les adultes autour d'elle. Pour animer l'ancienne flamme de son père pour Elsa, elle demande à celle-ci et à Cyril de feindre d'être amants. Piquée au vif,
Raymond cherchera à séduire de nouveau son ancienne maîtresse, délaissant Anne. Je ne pouvais supporter le mépris dont Anne entourait notre vie passée, ce dédain facile pour ce qui avait été pour mon père, pour moi, le bonheur. Je voulais non pas l'humilier, mais lui faire accepter notre conception de la vie. Il fallait qu'elle sût que mon père l'avait trompée, et qu'elle prît cela dans sa valeur objective, comme une passade toute physique, non comme une atteinte à sa valeur personnelle, à sa dignité. Si elle voulait à tout prix avoir raison, il fallait qu'elle nous laissât avoir tort. Ce que Cécile détruit à travers Anne, c'est une figure d'autorité parentale. Ce que Sagan bouscule, ce sont les conventions de l'époque. Relations sexuelles avant et en dehors du mariage, critique de la morale bourgeoise, remise en cause du modèle familial. Sagan devine et annonce un véritable bouleversement des valeurs. Non seulement en France, mais en Europe et aux États-Unis. Ce mouvement profond, aux contours indéfinis, aux slogans non encore écrits, traverse déjà la jeunesse. Il ne s'exprimera totalement qu'une dizaine d'années plus tard, alors que se dessine mai 68. Ça correspondait à un mouvement général et peut-être, je crois que ce livre n'était pas du tout plus scandaleux qu'un autre livre, simplement il était assez naturel et ça correspondait à une espèce de mouvement de l'époque. Alors on l'a pris comme porte-drapeau, ça aurait pu être un autre livre. Pour la première fois, nous lisions un livre qui avait été effectivement écrit après la guerre. Ça n'est pas un livre de femmes, les femmes ont toujours écrit. On n'a pas attendu Françoise Sagan. En tout cas, ça n'est pas une spécialité moderne que les femmes écrivent. Mais pour moi, le livre de Françoise Sagan a sur tous les autres livres de femmes ou de jeunes femmes cette supériorité, c'est qu'il a été écrit par quelqu'un qui indiscutablement n'avait même pas 20 ans après cette guerre. La jeunesse nous dit la 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 la. Profiter de la vie. L'énorme champignon s'élevait rapidement. Il allait atteindre 38 000 mètres d'altitude. On en arrive à se poser la question, la fin du monde est-elle pour demain? Et pour votre génération, cette menace nucléaire a été... Un alibi parfait. Faisons n'importe quoi, disons-nous, on va peut-être atomiser demain. On a eu la guerre sans supporter les aléas moraux de la guerre. On a eu la guerre comme tremplin, si vous voulez, les privations, etc. On a donc débarqué plein d'entrain, d'énergie et d'envie pour tout ce qui était les biens de la terre. Une époque, il y avait une morale, parce on sortait d'une période catastrophique, donc il fallait avoir une moralité qui était les bons et les méchants. On avait vraiment tout pour plaire. On avait des envies, on avait des tabous, on avait des manques. On va faire une génération forcenée pour le bonheur, ce qu'on a été finalement. La génération à laquelle vous appartenez, les années 55, c'est la génération Sagan? Non, personne n'est le porte-parole d'une génération. Il se trouve que j'ai été mis en avant parce que mon livre est sorti, a fait un scandale. De même, Bardot était mis en avant parce qu'elle a fait un film qui a fait scandale et que le scandale est plus retentissant que le talent, très souvent. Mais personne n'est responsable d'une génération, ça ne veut rien dire. Je ne cherchais pas à revoir Cyril. Il m'eût rassuré, apporté quelque bonheur, et je n'en avais pas envie. Je mettais même une certaine complaisance à me poser des questions insolubles, à me rappeler les jours passés, à craindre ceux qui suivraient. Je ne dormais pas, mais je mettais sur le pick-up au pied de mon lit des disques lents, sans mélodie, juste cadencés. Je fumais beaucoup, je me trouvais décadente et cela me plaisait. Mais ce jeu ne suffisait pas à m'abuser. J'étais triste, désorientée. La vacuité qui le dispute à l'ennui, la vitesse avec laquelle Cécile bascule de l'amoralité à l'immoralité, encourage certains critiques à voir dans ces pages l'expression d'une jeunesse désenchantée ou dépourvue de valeurs spirituelles. Bonjour Tristesse serait un roman sans but. Mais votre position par rapport à, on est bien obligé de dire le mot, par rapport à Dieu. Moi, je veux dire que c'est l'une des choses qui m'intéresse le moins. J'ai quand même eu 14 ans. Enfin, j'ai dû avoir 11 ans en 44 et c'est-à-dire c'était après la guerre, des choses comme ça. Enfin, en fait, il y a des choses qu'on ne s'expliquait pas, même avec le secours de la bonté de Dieu. Et c'était probablement à partir de là que j'ai voulu chercher à lire et comprendre. J'ai commencé à lire le Dostoïevski,
etc., Kirillov, Camus. Et puis il y a un moment où effectivement Dieu m'est apparu comme une chose inutile. Enfin inutile en tout cas, qui n'expliquait rien, qui ne prouvait rien, qui ne me servait de rien. Un livre qui se vend beaucoup, c'est qu'il touche quelque chose. En 1954, un très grand public se retrouvait dans les livres de Sartre, de Camus. Longtemps après Bonjour Tristesse, quelqu'un a dit « Le roman de l'absurde et de l'existence a été vulgarisé par sa variante saganienne ». Qu'en pensez-vous ? L'absurde de l'existence n'a attendu ni Sartre, ni Camus, ni moi pour être mis en roman. Les crétins non plus n'ont pas attendu notre siècle pour faire des commentaires de ce style. Ce qui pour nous était très important, c'était les plaisirs, c'était le bonheur, c'était la frivolité sur un air de jazz. Donc, par une certaine jeunesse plutôt intellectuelle, le livre de Sagan a été accueilli comme le reflet d'elle-même, le paysage littéraire de l'époque, avec en outre quelque chose qui se dessine, c'est la société de consommation. C'est bien avant que Pérec n'écrive et de publie les choses, parce que Pérec a publié les choses, je crois, dans les années 60, 65, je crois. Elle a précédé tout le monde, elle était en avance, parce qu'elle a su dire, avant même que cette génération n'ouvre les yeux sur elle-même, elle a su dire ce qu'était cette génération. On se demande si Françoise Sagan ne fait pas, bien malgré elle, le procès de notre propre civilisation. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans cette civilisation, Sagan, si vous voulez, qu'elle présente avec une espèce de passivité qui d'ailleurs la rend intéressante sociologiquement parlant, sinon littérairement parlant, c'est qu'elle présente cette société bourgeoise qui rêve d'avoir des belles voitures pour partir en week-end. Et ça, c'est le rêve. À travers cette image d'une bourgeoisie dorée qui a le temps de s'occuper de ses histoires, ne disons pas du cœur, mais parlons d'un peu plus bas en altitude, si vous voulez, eh bien, il y a une appréhension d'une réalité psychologique qui est intéressante. Un personnage qui est capable d'analyser ses plaisirs, comme disait Colette, ou une certaine décadence bourgeoise, une certaine psychologie du cœur et des sens, que Colette a merveilleusement vu à son époque, et dans son milieu, qui était largement aussi pourri que celui de Sagan, et que Sagan, à son tour, voit avec la même acuité. Ça, c'est la réalité qui est intéressante. Le plan de Cécile fonctionne à la perfection. Raymond séduit à nouveau Elsa, et Anne les surprend ensemble. Elle était déjà dans sa voiture, elle mettait le contact. Elle se redressa alors décomposée, elle pleurait. Alors je compris brusquement que je m'étais attaquée à un être vivant et sensible, et non pas une entité. Elle avait dû être une petite fille, un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. Elle avait 40 ans, elle était seule, elle aimait un homme et elle avait espéré être heureuse avec lui. 10 ans, 20 ans peut-être. Et moi, ce visage, c'était mon œuvre. J'entendis des pas derrière moi, c'était mon père. Il avait pris le temps d'enlever le rouge à lèvres d'Elsa et de brosser les aiguilles de pin de son costume. On trouve généralement que vous avez l'air triste. Est-ce que c'est votre avis? Oh non, moi je suis pas triste du tout. Non. Vous n'êtes pas triste? Du tout, non. Anne se tue en voiture sans que l'on sache s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Raymond et Cécile regagnent Paris. La vie recommença comme avant, comme il était prévu qu'elle recommencerait. Quand nous nous retrouvons, mon père et moi, nous rions ensemble, nous parlons de nos conquêtes. Nous sommes heureux. L'hiver touche à sa fin, nous ne relouerons pas la même villa, mais une autre près de Juan-les-Pins. Seulement quand je suis dans mon lit, à l'aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, ma mémoire parfois me trahit. L'été revient et tous ses souvenirs. Anne, Anne, je répète ce nom très bas et très longtemps dans le noir. Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse. Vous l'avez relu, Bonjour Tristesse? Oh, j'ai feuilleté une fois, oui. C'est pas mal fait, ça, c'est très malin, je trouve. C'est vachement bien, même. Oui, il y a des qualités, oui. Ah
oui, ça fonctionne bien comme on dit maintenant. Oui, oui, ça fonctionne bien. On peut pas le lâcher. Bon, si, moi je peux le lâcher, je peux vous dire. Ah.